premier voyage dans une attraction de fantômes pendant mon enfance était dans un labyrinthe à thème fermier. Il y avait des épouvantails, des vieilles granges et des corbeaux robotisés bon marché avec des yeux rouges et tout le reste. De plus, il y avait un animateur où tu étais comme un fermier qui poursuivait tout le monde avec un fusil de chasse à la main. « Sortez d'ici, espèce de petit diable !» criait-il en allongeant les mots avec un accent exagéré. « Je viens pour vous. Vous feriez mieux de courir. » L'attraction était bon marché, de faible budget et complètement ridicule. Mais je suis tombé amoureux quand même. Ainsi, 1 an plus tard, nous avons visité un autre endroit, la maison de l'horreur, le sinistre manoir. C'était aussi une maison des horreurs absurdes, avec des fantômes, des squelettes surgissant de partout et des armures qui laissaient tomber à vos pieds des haches en caoutchouc avec un cliquetis caractéristique provenant de haut-parleurs non dissimulés. J'ai aimé cette expérience. Donc, il me semble qu'1 an plus tard, nous avons réussi à obtenir de fausses cartes d'identité qui nous permettraient d'accéder à la maison hantée à la mode à cette époque, destinée aux enfants plus âgés. Elle s'appelait la Maison Noire. Je me souviens distinctement de la police rouge sang, de style vampire, au-dessus de la porte. Et c'était ma première rencontre avec des acteurs professionnels, des expressions obscènes, des vêtements noirs comme des linceuls et des tronçonneuses. Après avoir traversé cette maison, à 15 ans, j'ai ressenti que j'étais devenu un homme. Mais avec les années, CS Attractions ont perdu de leur charme et j'ai tenté de relever un peu la barre. En vieillissant, j'ai commencé à voyager vers les endroits les plus effrayants à travers l'État et au-delà. Parmi les endroits visités durant cette période, il y avait diverses vraies maisons hantées où il ne se passait rien. Quelques-unes de CS maisons où l'on gagne un prix si l'on réussit à y passer la nuit. Et où j'ai gagné, simplement parce que je m'étais endormie. Et 2 de ces maisons hantées pour adultes tristement célèbres à Vegas, où vous devez signer un contrat et accepter le contact physique de la part des acteurs. Bien sûr, tout cela était impressionnant, mais après ma 2e visite dans un de ces endroits, même eux avaient perdu leur attrait à mes yeux. À 27 ans, je me languissais d'une vraie peur. Et c'est alors que, quelque part sur un forum amateur pour passionnés de sensations fortes, j'ai entendu pour la première fois parler d'une attraction célèbre, connue sous le nom de labyrinthe. Je n'avais presque pas fait attention à cette mention. Et lorsque j'ai décidé de demander aux autres utilisateurs un peu plus d'informations, la réponse fut frustrante et vague. « Je ne peux rien dire de plus », m'ont-ils répondu. « Ils te contacteront si tu veux y aller. » Très bien, d'après mon expérience, le résultat répond rarement aux attentes, au point que tout ce mystère en vaille la peine. J'ai fermé le forum et complètement oublié cette histoire d'ici la fin de la semaine. Puis, un jour, une enveloppe noire m'est parvenue. À l'intérieur, il y avait un papier noir où était inscrit, dans une élégante police, le mot « labyrinthe ». Il y avait aussi une adresse, une date et une heure. Étant donné ce nom, je m'attendais à ce que le labyrinthe soit un genre de labyrinthe ou une de ces effrayantes chasses au trésor où il faut sortir d'une pièce. Mais à la place, je me suis retrouvée devant un manoir somptueux de dimensions incroyables, avec des tourelles, des ailes et diverses annexes. C'était véritablement impressionnant. Une fois, j'avais visité Biltmore en Caroline du Nord. Et même ce domaine ne pouvait pas rivaliser avec celui-ci.
Sur la porte, un deuxième mot noir était apposé, indiquant « Labyrinthe, trouve la force de t'échapper ». Et malgré mon scepticisme initial, je me sentais maintenant vraiment intriguée. Finalement, ce mystérieux environnement commençait à m'attirer, à l'inverse des autres frayeurs ridicules. Alors, rempli d'un étrange optimisme, j'entrai et refermai la porte derrière moi. Elle se verrouilla d'elle-même avec un léger clic. Je n'ai trouvé aucun mécanisme à l'intérieur qui aurait permis de la rouvrir. L'intérieur, quant à lui, correspondait parfaitement à l'extérieur du bâtiment. Tout était majestueux, impeccablement propre et vide. « Bonjour », dis-je. Le mot résonna dans la pièce et j'attendis un peu avant de parler à nouveau. « Je suis Andrew Owens. J'ai reçu une lettre hier. Elle disait de venir ici aujourd'hui à 3 heures. Alors, me voilà. » Aucune réponse ne suivit. Je vérifiai l'heure sur mon téléphone qui indiquait que j'étais arrivée à l'heure. Peut-être que le jeu consistait en cela. Je revis la lettre. « Trouve la force de t'échapper », disait-elle. Elle était courte, vague. On pouvait l'interpréter de bien des manières. Et je commençais à réfléchir à ses significations possibles. Peut-être devais-je prouver mon courage, ma force, pour pouvoir sortir. Je n'avais encore jamais joué en isolation totale. Donc, une petite crainte insidieuse commençait à me gagner. Si quelque chose tournait mal, personne ne serait là pour m'aider. Cela m'effrayait, mais j'aimais ça. Je décidai de commencer mon exploration. Je commençai par inspecter les pièces du rez-de-chaussée du manoir. À proximité immédiate du hall d'entrée se trouvait un vestiaire, un salon avec 2 cheminées, de nombreux canapés et tables, un grand bureau avec un magnifique bureau en acajou valant plusieurs milliers de dollars, et d'innombrables livres sur des étagères allant du sol au plafond, une salle de billard, une grande salle de banquet avec des verres de vin remplis à chaque place de table, une cuisine avec un vase de fruits frais sur le comptoir, et une galerie où étaient accrochés divers portraits de jeunes gens élégants que j'imaginais être soit les propriétaires du manoir, soit des membres de leur famille. Un portrait en particulier attirait l'attention, celui d'une femme en robe bleue. Il était impressionnant, mais pas effrayant, et cela m'agaçait. J'étais venue ici pour ressentir des frissons, n'est-ce pas? Mais en mettant de côté toute la splendeur de cet endroit, je ne comprenais pas ce qui pouvait le rendre effrayant, ou si cela allait être simplement un puzzle complexe. Je trouvai rapidement ma réponse. Je passai de la salle de billard au vestiaire, puis dans un long couloir, qui, comme le reste, était aménagé avec des bancs moelleux, des tapis persans, et un piano à queue jouant une mélodie agréable. Je finis par ouvrir la porte au bout de ce couloir. Et, étrangement, je me retrouvais de nouveau dans la salle de billard. Je restais figée. Je n'avais fait aucun virage depuis que j'étais entrée dans ce bâtiment. Et j'étais déjà passée dans cette pièce il y a moins d'1 minute. Et pourtant, j'étais de retour ici. Ma première pensée fut « D'accord, voilà de quoi il s'agit. Ils ont construit des pièces identiques pour créer une illusion de boucle. » Mais cette théorie fut vite invalidée par le fait que tout dans la pièce correspondait. Tout, des motifs des boules sur les tables, jusqu'à la disposition des queues sur le support, même la craie posée sur le rebord de la fenêtre et la tache qu'elle y avait laissée. Ensuite, je supposais qu'il s'agissait d'un tour architectural. Je pensais que les pièces étaient légèrement courbées. Elles semblaient droites au premier abord. Mais en réalité, elles se pliaient et ramenaient à d'autres pièces. D'où le nom labyrinthe. J'étais impressionnée, vraiment, sincèrement impressionnée. Je n'étais pas effrayée, mais j'étais déconcertée et surpris. Et même un critique expérimenté comme moi
devait admettre que c'était efficace. Peut-être que, finalement, cet endroit n'était pas si idiot. Je traversai donc la pièce et ouvris la porte à l'autre extrémité, qui menait de nouveau au couloir. Je me dirigeais droit vers l'ancien bureau où j'étais passé 6 pièces et 15 minutes auparavant. Mon cœur commença à battre un peu plus vite pour la première fois. Je ne pouvais trouver aucune explication à ce phénomène. Aucun couloir courbé ne pouvait expliquer cela. Je décidai d'essayer une astuce. Restant dans la salle de billard, je fermai la porte et quand je l'ouvris de nouveau, ce n'était plus le bureau derrière, mais un nouveau couloir. À la 3e tentative, une chambre apparut et après une 4e, je me retrouvais dans la cuisine. Je remarquai une autre chose. À chaque nouvelle apparition, les pièces devenaient de plus en plus sales. Je passai un doigt sur la surface du comptoir de la cuisine et le frottai avec mon pouce. De la poussière s'envola. Dans les pièces que j'avais notées comme impeccables, une couche de poussière était apparue. Je sentis la peur monter en moi et cette fois-ci, je ne pouvais la repousser. La porte de la cuisine ne menait plus à la salle de banquet, mais au salon. Et, comme la cuisine, elle était plus sale qu'avant. Ce n'était pas exactement sale, mais il y avait clairement des signes de vie. Un tableau était légèrement de travers, un coussin au sol. Des taches de thé étaient visibles sur la table, et le plaid, qui était soigneusement plié sur le canapé la première fois, était maintenant froissé sous l'accoudoir. C'est à ce moment-là que l'idée me vint de laisser une porte ouverte derrière moi pour garder une voie de sortie. Les pièces ne pourraient pas changer si une porte restait ouverte, n'est-ce pas? Je la laissai donc à moitié ouverte et me dirigeai vers la porte à l'autre bout du salon. Mais je m'arrêtai soudainement. Ce n'était ni la salle de billard, ni la cuisine, ni la galerie de portraits, ni la chambre. C'était le même salon dans lequel je me tenais déjà. Et maintenant, il était encore plus sale, et dans la porte au fond de la pièce, je vis mon propre reflet me pencher dans l'encadrement. Je vis mon reflet, reproduisant ma posture actuelle. Je me retournai et vis à nouveau moi-même, regardant la pièce d'où j'étais entrée. Et, disons-nous en même temps, en panique, je claquai la porte et passai à mon 2e plan. Fuir par la fenêtre au fond de la pièce. Je pris une chaise et criai « Ça suffit de cet endroit maudit !» Puis, de toutes mes forces, je jetai la chaise contre la vitre. Elle rebondit sans même laisser une égratignure et retomba de côté. Je me retournai pour la ramasser à nouveau, mais avant que je puisse le faire, une 3e lettre apparut. « Pas de tricherie, disait-elle. Trouve la force de t'échapper. » Je clignai des yeux. Le vertige me prit. Je sentis mon cœur battre dans ma gorge. J'allais reculer, mais je me mis soudainement à courir. Je traversai porte après porte, cherchant le salon, sans succès. La salle de billard menait à la salle de banquet, au vestiaire, à la galerie de portraits, à la chambre, et à chaque pièce où j'entrais, le désordre grandissait. La ruine était plus prononcée que dans la précédente. Le bois pourrissait. Les ampoules commençaient à griller. Des toiles d'araignée et de la moisissure apparaissaient dans les coins. Mais le salon, lui, restait introuvable. Après la 3e rencontre avec le bureau, je m'écroulais près du bureau pour reprendre mon souffle. Puis, comme par hasard, je regardai à l'autre bout de la pièce et vis qu'une des grandes étagères s'était effondrée sous le poids des années, laissant s'éparpiller les livres sur le sol et écrasant une vieille pipe. Elle semblait vraiment ancienne. Je compris cela en examinant de plus près le corps. Apparemment, au moment où je l'ai trouvé, le cadavre avait dû rester là pendant des décennies, assez longtemps pour que l'odeur disparaisse et que les vêtements pourrissent. Dans sa main osseuse, il tenait quelque chose qui ressemblait à un carnet poussiéreux ou à un cahier de notes. Je l'ai pris, l'ai ouvert
et commencé à lire. Après une courte lecture, je suis tombée sur le passage suivant. J'ai trouvé le plan de la disposition des pièces. Cela m'a pris une éternité, mais je l'ai trouvé. J'espère que tu courras jusqu'à la porte quand j'aurai fini. Dessous, il y avait une sorte de schéma, décrivant où se rendre ensuite. Allumer la cheminée du salon, ensuite la cuisine, la coupe de fruits, puis la salle de billard, la poche où je trouvais la craie, et ainsi de suite. Sous cette note, il y avait un dessin représentant la disposition des pièces. J'ai supposé que c'était alors que l'étagère s'était écroulée, peut-être volontairement par un mécanisme quelconque, ou simplement en raison de l'âge et du manque d'entretien, écrasant son auteur. Impossible de dire depuis combien de temps il était là, et, honteusement, je m'en moquais à ce moment-là. Mon seul souci était de ne pas finir comme lui. Je me suis faufilée dans le bureau jusqu'à un vieux bureau en chêne. Le plancher grinçait, protestant sous chaque pas. Heureusement, j'ai réussi, et, une fois arrivée, j'ai posé la main sur le globe et l'ai tourné sans but. À quoi devait correspondre ce globe? Je fouillai un peu la pièce, jusqu'à ce que mon regard tombe sur une vieille carte du XVIIe siècle, accrochée au mur, aussi jaunie et usée que le globe. Les bords étaient déchirés. J'ai tourné le globe vers la gauche, jusqu'à ce que la carte et le globe montrent ensemble une image de la Nouvelle Terre au centre. À ce moment-là, quelque chose m'a frappé à la tête. Boum! L'objet tomba au sol. Je regardai par terre et vis un livre, et juste à temps pour éviter le suivant, qui s'écrasa à mes pieds. Une avalanche de livres commença à tomber des étagères, me laissant à peine le temps de lever les bras pour me protéger. Des montagnes de livres s'accumulaient sur le sol, remplissant rapidement la pièce. Je me frayais un chemin à travers cet amas, à moitié enseveli. Mon souffle était coupé plusieurs fois, et au moment où j'atteignais la porte la plus proche, la vague de livres, encyclopédies, volumes reliés en cuir, atteignait son sommet et se précipitait vers moi avec un bruit assourdissant. D'un bond, je traversai la porte et refermai violemment derrière moi, juste avant d'être englouti. Étrangement, de l'autre côté, pas un son ne filtrait. Pas de chute de livres, pas de craquement d'étagère, rien. Je vérifiais mon corps, rapidement, pour être sûr que, heureusement, rien n'était cassé ou endommagé. Je laissai échapper un soupir de soulagement. « Seigneur !» murmurai-je, encore sous le choc. Après avoir repris mon souffle, je revis l'instruction. Allumer la cheminée dans le salon. Simple, pensai-je. J'ai examiné la pièce, trouvant des vieux journaux et de l'allume-feu au pied de la cheminée, ainsi qu'une boîte d'allumettes. J'ai pris la dernière allumette, l'ai frottée, et elle s'est enflammée. Je l'ai jetée dans la cheminée, mais avant même que je ne puisse me diriger vers la cuisine, les flammes s'étaient enflammées avec une rapidité stupéfiante. Une seconde plus tard, un autre foyer dans la pièce s'embrasa. Les flammes se propageaient avec une intensité menaçante. Le feu s'échappa de la cheminée, s'accrocha au vieux tapis et grimpa rapidement le long des murs. Les cheminées, chargées de suie, envoyèrent de la fumée dans toute la pièce, qui se remplit rapidement. Je tombai au sol et tentai de ramper, mais les flammes avançaient bien plus vite que moi. Bientôt, elles engloutirent le canapé près de la porte. Puis elles atteignirent la table, et le vieux bois se brisa et se désintégra en cendres. Quand je sentis les flammes lécher mes jambes, j'abandonnai toute tentative de ramper et me relevai en courant.
je sautai par-dessus le deuxième canapé, mais à cet instant, le plafond se fissura et s'effondra derrière moi. En atteignant l'autre bout de la pièce, les flammes du deuxième foyer dévorèrent mon pantalon et grimpèrent sur mes jambes. En quelques secondes, j'étais en feu de la tête aux pieds, hurlant et me débattant. Mais en vain. Mes cheveux étaient carbonisés, mes vêtements brûlés, et ma peau commença à se boursoufler, fondre. L'agonie était insupportable. Mais je savais que la cuisine contenait de l'eau. Alors, avec mes dernières forces, j'atteignis la porte, l'ouvris, entrai et la refermai derrière moi. Je m'arrêtai, surpris de constater que je pouvais respirer et que je n'étais pas brûlée, pas même égratignée. Mes vêtements étaient aussi en ordre, tout comme mes cheveux. Je me laissai aller contre la porte, fermai les yeux et reprenais lentement mes esprits. Quand je les rouvris, j'étais dans la cuisine, comme prévu. À la place, son contenu n'était rien de plus qu'une bouillie moisie et complètement pourrie. Un essaim de moucherons bourdonnait au-dessus et autour. Bon sang, non, non, certainement pas, murmurai-je à haute voix. Mais même en le disant, je savais que je n'avais pas d'autre issue. Je m'approchai du bol, fermai fermement les yeux et tendis la main, passant à travers les insectes vrombissants, jusqu'à saisir quelque chose qui semblait être une pomme autrefois. Après avoir inspiré et expiré plusieurs fois, je pris mon courage à 2 mains, mordis dans cette chose, mâchai aussi vite que possible pour éviter d'en sentir le goût, et l'avalai d'un coup. Dire que le fruit était simplement périmé serait un euphémisme. Il était si pourri et rance qu'une bonne partie resta coincée entre mes dents, nécessitant un effort pour la retirer manuellement. Je soupirai, grimaçai et me retins de vomir, sachant que cela pourrait annuler mon accomplissement, me forçant à tout recommencer, ou pire, à manger davantage de fruits du bol, ou même de ma propre régurgitation. Alors j'avalai cette horreur, me précipitai vers la porte et la refermai derrière moi. Heureusement, le labyrinthe fut assez clément pour m'épargner ce goût ignoble. Mais les souvenirs restaient, et dès que je fus certain que le contenu de mon estomac était sorti, je vidai tout ce qui y restait. J'étais dans la salle de billard, à moitié en ruine comme toutes les pièces précédentes. Le plafond s'était presque entièrement effondré, et la table de billard, sur laquelle je devais, si je ne me trompais pas, empocher la boule numéro 8, était vieille et inutilisable. Bien qu'il y eût un bâton sur la table, il n'y avait aucune boule en vue. « Bon sang !» murmurai-je en analysant la situation pour trouver un plan d'action. Puis, j'entendis un bruit dans le coin éloigné de la pièce. Quelque chose de mouillé, de semblable à un mastic mastiquant ou léchant quelque chose. Je me retournai et vis un énorme mastif gris, probablement enragé et malade de la gale, mâchant quelque chose faute de vraie nourriture. Heureusement, il était attaché à l'arrière de la table, mais je n'étais pas sûr de la solidité de sa chaîne. Une seconde après, il me remarqua, se leva et me fixa intensément. Pendant un long moment, nous nous dévisageâmes, chacun jaugeant l'autre. 6 dents pointues, sa posture agressive et ses filets de bave pendaient de ses mâchoires, indiquant qu'il n'avait rien d'amical. Avant de faire un mouvement, je réfléchis aux options possibles pour récupérer la boule 8 sans devoir la prendre de force au chien. Une idée rejetée consistait à utiliser la queue de billard pour frapper le chien à distance jusqu'à ce qu'il perde connaissance, et une autre prévoyait de l'attirer ailleurs.
Finalement, je décidai d'utiliser la queue, non pas pour l'attaquer, mais pour repousser la boule loin de lui. Tout mouvement de la boule serait une victoire, pensai-je. Je lançai un morceau de bois pour distraire le chien, puis m'agenouillai pour fouiller parmi les boules couvertes de bave, pendant que le mastif déchiquetait son bâton. Les boules se mirent à rouler dans différentes directions. Et j'étais tellement concentrée sur l'obtention de la boule 8 que je négligeais le chien. Malheureusement, il ignora le morceau de bois et se jeta sur moi, saisissant la queue de billard dans sa gueule et me projetant avec elle contre le mur. Avant de pouvoir me reprendre, le monstre déchaîné, furieux et aboyant, se précipita sur moi avec une violence infernale. La chaîne l'empêcha de m'attraper par la gorge, mais après une lutte acharnée, il parvint à me saisir la cheville et me traîna vers son coin alors que je hurlais, agrippé au sol sans succès. 2 événements jouèrent en ma faveur. Premièrement, notre lutte avait fait rouler la boule 8 à mes pieds. Deuxièmement, j'ai réussi à me retourner et à frapper le chien à la mâchoire d'un coup de pied, juste avant qu'il ne me traîne assez loin pour m'infliger un coup fatal. Je me libérai de ses griffes, boitillant jusqu'à la boule 8 que je plaçai sur la table, et saisis une nouvelle queue de billard. Avec une concentration intense, je visa et poussai la boule dans le trou. Oui, mais à cet instant, la chaîne du chien céda, et il se rua vers moi. J'eus une seconde pour réagir, retournant la table dans un geste désespéré pour effrayer le mastif avant de courir vers la sortie. Cependant, il arriva le premier, grognant et claquant des mâchoires à quelques centimètres de ma gorge. Une puanteur infernale d'enfer, de pourriture et de maladie émanait de lui. Je m'étouffais et titubais vers la porte, mais il me renversa, me mordant de nouveau à la jambe. Je me tournai vers le manteau, l'enlevai du cintre et le secouai jusqu'à ce que le contenu des poches tombe. Je n'entendis aucun bruit métallique, comme un claquement, qui aurait pu indiquer que la clé était tombée. Mais même dans la mauvaise lumière, je vis qu'une araignée en sortit et se glissa rapidement dans un coin sombre. Je regardai ma main. La morsure commençait déjà à enfler et à s'infecter, et il ne s'était écoulé que 10 secondes environ depuis qu'elle m'avait piqué. À partir de là, j'ai décidé de secouer chaque manteau plutôt que de fouiller dans les poches. Dans chaque manteau suivant, il y avait au moins une, parfois jusqu'à 4 araignées. Au 20e manteau, une véritable activité de fourmilière se déployait autour de moi. Les araignées couraient en tous sens, montaient sur mes chaussures et grimpaient sur mes jambes. Et toujours pas de clé. À ce moment-là, je commençais sérieusement à perdre mon calme. Bon sang! Je me frottais les avant-bras et remarquai une nouvelle morsure. Le coupable s'échappa avant que je puisse l'écraser. La première morsure sur ma main avait enflé au point que tout mon bras semblait peser 5 fois son poids normal. Mes chevilles et mes jambes étaient couvertes d'innombrables piqûres. Quelle que soit l'espèce d'araignée, leur venin était incroyablement puissant et agissait rapidement. Après une dizaine de morsures, je commençais à me sentir faible. Puis, je perdis le contrôle de mes muscles. Mon pas se fit hésitant, mon souffle plus court, et au moment où je trouvais enfin la clé dans la poche droite du 41e manteau, je commençais à voir double. Je saisis la clé et, au même instant, m'effondrai au sol. Une nuée d'araignées m'entoura, au sol, au plafond, de chaque côté, se ruant vers moi.
L'adrénaline seule me permit de me relever, mais même cet effort me semblait au-delà de toutes mes forces. Mon corps était couvert de morsures cuisantes, de la tête aux pieds. Des araignées couraient sur mes mains, dans mes chaussures, jusque dans mes vêtements et sur mon cou, et mordaient chaque centimètre de ma peau, tandis que j'avançais maladroitement vers la porte. Chaque pas me semblait 1 kilomètre, et quand j'atteignis la poignée et réussis, avec un effort surhumain, à insérer la clé, je remerciais le ciel de ne pas l'avoir laissé tomber. Les araignées étaient dans mes oreilles, dans mon nez, dans ma bouche. Je tentais de serrer les dents, mais mes muscles étaient si enflammés que je ne parvins pas à stopper l'avalanche d'insectes qui envahissait ma bouche et ma gorge. Je ne pouvais même pas m'étouffer correctement. Tout ce que je pouvais faire, c'était jeter mes dernières forces dans le mouvement nécessaire pour tourner la poignée et ouvrir la porte avec mes poignets enflés et meurtris, chaque mouvement risquant de me briser les os. Quand la porte s'ouvrit, je fis un pas avec des pieds tellement enflés que mes chaussures semblaient prêtes à éclater. La lumière de la pièce voisine, aussi faible fut-elle, inonda le vestiaire, illuminant les os d'au moins une douzaine d'autres personnes qui n'avaient jamais réussi à sortir. Je claquai la porte derrière moi et m'effondrai sur le sol, haletant. Comme toujours, mes blessures commencèrent à guérir d'elles-mêmes et je retrouvais mes forces. Aucune araignée ne rampait plus sur ma peau, ni dans mes oreilles, ni sous mes vêtements. Mais, comme avec la pomme pourrie, les souvenirs restaient. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Hurlai-je. Sans réponse, bien sûr. Je m'avançai furieux vers la table de la salle de banquet, saisis la chaise la plus proche et la lançai de toutes mes forces contre la table. Les assiettes et les tasses s'écrasèrent au sol, se brisant en 1000 morceaux parmi les autres débris. La chaise roula sur toute la longueur de la table et s'immobilisa finalement à l'autre bout. Là-bas, un gobelet restait intact, tel quel, intouché. Bois dans la coupe, ensuite la galerie de portraits. Un moment, je ne bougeais pas. Je fixais la coupe, sentant qu'elle me fixait aussi, comme un animal sauvage. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer toutes les possibilités abominables de ce qu'elle pourrait contenir. Du lait caillé, un récipient d'insectes, peut-être, du sang frais. J'étais tellement épuisée et abattue que la simple idée de boire un liquide aussi répugnant me faisait monter les larmes aux yeux. Mais malgré tout, je mis un pied devant l'autre, me rapprochai et, bien que ce soit probablement insensé, regardai à l'intérieur. Je vis que le liquide ressemblait à du vin. J'en humais l'odeur, qui rappelait également le vin. Je pris le gobelet, le fis tournoyer doucement et constatai que la consistance était également celle du vin. Je me frottai les yeux, pris une profonde inspiration, vérifiai la présence de la porte derrière moi, puis je me bouchai le nez et bus. La boisson avait un goût sucré. Rien de semblable à de l'alcool, comme je m'y attendais, mais plutôt un goût doux, épais, frais et désaltérant. Je bus la coupe d'un trait. Je me retournai, mais au moment de me diriger vers la sortie, une pensée me traversa l'esprit. C'était trop facile. Où est le piège ? Puis, je remarquai que, curieusement, il y avait maintenant 2 portes. En réalité, il n'y avait pas 2 portes. Mais dans ma vision dédoublée, il me semblait que tout dans la pièce s'était dupliqué. 2 portes, 2 paires de jambes, 4 mains, 2 tables, 2 gobelets. Je trouvais cela étrange. Puis, je m'écroulai, tombant à terre
et me retrouvant soudainement totalement incapable de coordonner mes mouvements, de penser, de voir ou même de respirer. Respirer devenait douloureux, atrocement difficile. Chaque inspiration me brûlait et ma gorge était tellement remplie que l'air ne pouvait plus passer. Je tentais d'avaler un peu d'air. En vain, je m'agrippais à ma gorge, la secouais, tentant désespérément de remplir mes poumons, mais rien. La dernière pensée qui me traversa fut que, comme toujours, la sortie était ma seule chance de salut. Alors, mon corps encore en convulsion, je lui ordonnais de se lever. Je titubais, trébuchais, tombais vers la porte. Je me redressais et retombais encore, cette fois un peu plus près, mes genoux ensanglantés. La lumière faiblissait et chaque mouvement était une torture, pesant, écrasant. Mais j'avais trop avancé pour abandonner maintenant. Juste au moment où je commençais à perdre conscience, j'atteignis la porte, la poussai et tombais de l'autre côté. Seulement alors, en refermant la porte derrière moi, je pus enfin respirer à nouveau. Vous ne m'avez pas encore brisé, bande de monstres, dis-je en reprenant mon souffle. Pas encore. Ensuite, m'attendait la galerie de portraits. Il me fallait la traverser jusqu'au bout. À ce moment-là, j'avais déjà abandonné l'illusion que traverser chaque pièce du manoir serait facile. Plus les instructions devenaient vagues, plus il devenait difficile de les suivre. Je cherchais des dangers potentiels, mais ne vis rien. Pas d'araignée, pas de chien, pas de feu, pas de poison, ni de pluie de livres. Cet endroit n'était même pas vraiment plongé dans l'obscurité. Comme les autres pièces, elle était vieille et en ruine. Mais des trous dans le plafond permettaient à la lumière de la lune d'entrer et de l'éclairer. Dans cette lumière, tout ce qui se trouvait devant moi, c'était un couloir couvert de vieux portraits. Je commençais donc à avancer lentement, résolument. Au début, il n'y avait vraiment rien à craindre. Puis, je portai mon attention sur les tableaux eux-mêmes et compris qu'ils semblaient vieillir. Lorsque je m'arrêtais, le processus s'arrêtait également. Mais dès que je faisais le moindre pas vers le bout de la pièce, qui était si sombre que je ne pouvais pas voir de porte, les figures sur les tableaux commençaient à vieillir. Cela ne se produisait pas de façon rapide. Juste quelques changements ici et là. Une nouvelle ride ou un vêtement qui semblait un peu plus usé. Mais la figure qui restait visible tout au long de mon avancée était la puissante figure centrale, celle d'une femme en bleu. Avec chacun de mes pas, elle vieillissait davantage. Lorsque j'étais entrée dans la pièce, elle était jeune, radieuse, avec un soleil brillant derrière elle et une robe éclatante qui se mariait au ciel. Mais à mi-chemin dans la pièce, tout avait déjà pris une teinte grise. 6 cheveux étaient presque blancs. Son sourire s'était fané en une expression fatiguée. Et sa robe était devenue usée, froissée et délavée. Elle semblait épuisée, d'une tristesse infinie. Soudain, j'eus la sensation que c'était moi qui la tuais, que chaque pas que je faisais la rapprochait de la mort. J'hésitais, m'arrêtant pour reprendre mon souffle. Et pendant un moment, nous nous regardâmes, cette femme et moi. J'aurais voulu pouvoir lui dire à quel point j'étais désolée. Je fis un pas douloureux en avant. Presque là, me dis-je, presque sorti. Ma hanche me faisait mal. Mon souffle devenait laborieux. Encore une fois, pour une toute autre raison, je commençais à transpirer. Je passai une main sur mon crâne et ressentis de la police.
Pourquoi mon crâne est-il chauve? Je passais mes mains sur le sommet de ma tête, ne sentant que de la peau nue. Je regardais mes mains, qui étaient devenues vieilles et ridées en quelques minutes seulement. Elles étaient flétries, veinées, tachetées, vieilles. Je fus submergée par une vague de terreur, de colère et de confusion. Je jetai un regard en arrière, mais je savais qu'il n'y avait rien pour moi dans cette direction. Je ne pouvais qu'avancer, même si chaque pas apportait plus de douleur et de souffrance. Mes articulations me faisaient mal, mes yeux se fatiguaient. Je regardai à nouveau le portrait et vis la femme qui, maintenant, semblait avoir dans les 90 ans. Elle était sur le seuil de la mort et ne pouvait même plus froncer les sourcils. Je m'avançai un peu plus et constatai que mes vêtements aussi se désintégraient. Ils n'étaient guère plus que des haillons. Au début de la pièce, chaque pas m'avait vieilli d'1 mois. Ensuite, c'était 2 mois, puis 3. À mi-chemin, chaque pas me faisait vieillir d'1 an. Et maintenant, chaque pas me volait des décennies. Bientôt, je ne pouvais plus marcher et me mis à ramper. Mes coudes tremblaient. Et finalement, à seulement quelques pas de l'endroit où je supposais que la porte devait se trouver, je m'effondrais. Il ne restait plus rien. Je levai les yeux vers le portrait une dernière fois. Toute la chair avait disparu, ne laissant que des os et de la poussière. Je n'étais plus qu'un squelette. Je n'avais jamais connu l'obscurité véritable jusqu'à ce que j'entre dans le labyrinthe. De l'autre côté, il n'y avait absolument rien de visible. Rien du tout. Je ne pouvais même pas voir ma main devant mon visage. Il n'y avait même pas une lueur pour me donner une idée de la direction à suivre. Je me retrouvais suspendue dans un espace vide, sans aucune notion de temps. J'avais l'impression d'y être restée pendant des heures, des jours, des mois ou même des années. Lorsque, enfin, une porte s'ouvrit devant moi. J'avais depuis longtemps oublié le labyrinthe, oublié même qui ou ce que j'étais. J'ouvris simplement la porte, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et derrière elle, je découvris une colonne de lumière, pulsant à un rythme constant, comme un cœur. Puis, tout me revint d'un coup. Trouve la force de t'échapper. Et avec ce souvenir, tous les autres me revinrent aussi. Les pièces changeantes, le vieillissement, les livres, le feu, la nourriture pourrie, le chien, la mort. Tout d'un coup, tout cela, je me forçais à avancer vers la lumière. Je tombais sur de l'herbe. Je levai les yeux et vis les étoiles. Je me retournai et constatai que j'étais devant le manoir, à l'heure du crépuscule. Un sentiment de soulagement et d'espoir m'envahit, mais je me retins de l'exprimer, jusqu'à en être sûre à 100%. Puis, la panique me quitta. J'étais vivant, je respirais, et j'étais à nouveau jeune et intact. Pour la première fois depuis des heures, des jours, ou je ne sais combien de temps, je me sentais libre. Je me mis à rire et à pleurer en même temps. Et, tout en riant et pleurant, je fuis cet endroit horrible. Je passai les portes et retrouvai ma voiture, encore garée là. Je rentrai chez moi en à peu près 1 heure et tombais dans un profond sommeil apaisé. Inutile de dire que cette expérience m'avait guéri à jamais de ma dépendance à l'adrénaline. À vous qui lisez ceci, je vous dis ceci. Si jamais vous trouvez dans votre boîte aux lettres une enveloppe noire, jetez-la. Ou mieux encore, brûlez-la.